Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, écrivain, philosophe. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Je voudrais poursuivre avec vous votre traversée des temps, donc cette épopée dans laquelle vous vous êtes lancé. On a un peu découvert dans la première émission ce personnage de Noam. Il y a quand même, on ne le voit, on ne découvre pas tout de suite, mais il a quand même des caractéristiques physiques que l'on retrouve. Comment vous est venue cette idée-là? Oui, il a une caractéristique à la main. Il a deux doigts liés et c'est quelque chose d'héréditaire. Et il va découvrir parfois, des siècles plus tard, des personnages qui ont aussi ces deux doigts liés. Et il va donc se rendre compte que ce sont des gens de sa famille. Et parfois, ces personnages qui ont la même caractéristique que lui, donc une consanguinité avec lui, vont être malheureusement ses pires ennemis. Et ça, c'est cette idée qu'il y a dans la tragédie grecque et qu'il y a dans la Bible avec Abel et Caïn, cette idée que les conflits, ils sont toujours à l'intérieur des gens d'une même famille, la famille humaine. Alors pour le dire encore plus en termes de mythe, c'est la famille sanguine. Mais voilà. Suis-je le gardien de mon frère, dit-on dans la Bible? Moi, ma réponse est oui. Et la réponse de Noam va être oui. Il a un demi-frère monstrueux, mais il refuse que ce demi-frère monstrueux soit son ennemi, même si par revanche, ce demi-frère monstrueux, lui, est dans la haine. Et ça me permet de montrer toute la complexité de notre rapport à l'autre. Notre ennemi peut être notre frère ou notre demi-frère. Une personne qu'on rencontre est notre descendant sans que cette personne le sache. Alors forcément, on n'a pas le même regard, on n'a pas la même attention aux autres, et se développe l'idée d'une famille humaine. Dans cette idée-là, il y a ce demi-frère, ce Derek, qui a quand même une blessure terrible, qui a vécu quelque chose de dramatique. C'est une victime au départ. C'est une victime au départ, clairement. Oui. Pas Noam, le père de Noam, et donc de Derek, est ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. C'est-à-dire un homme absolument brillant, séduisant, intelligent, qui fait beaucoup pour sa communauté, son village lacustre, mais qui par ailleurs est d'un égoïsme absolu et totalement pervers. Voilà, et il a choisi un de ses fils, Noam. Il a d'ailleurs, il s'appelle pas Noam, il a appelé son fils Noam, comme quoi forcément son fils c'est la moitié de lui, c'est moins bien, mais bon. Et l'autre fils, il l'a totalement abandonné, et pire même, il l'a blessé définitivement dans son intimité la plus profonde. Donc ce Derek, entre guillemets, le méchant de l'histoire, n'est pas méchant de naissance. Il est habité par une souffrance et par une rancœur qui le tient debout. Et si on lui ôte cette rancœur, peut-être qu'il s'effondre. Ça sera dans les tomes suivants. Et donc Noam, quand il va se trouver en face de ce demi-frère, va aussi découvrir l'horrible vérité concernant son père et la tragédie de son demi-frère. Donc il sera pas dans une logique du pardon, mais dans une logique d'excuse perpétuelle, et il va admettre des comportements qu'il n'admettrait pas d'un autre. Est-ce que c'est parce que finalement, dans cette traversée des temps, on est quand même confronté à la question du bien et du mal, tout le temps. Mais quelque chose qui traverse votre œuvre aussi. Hein. Je pense à la part de l'autre, je pense aux visiteurs, etc. C'est vraiment une question philosophique et théologique qui vous habite? Ah bah complètement, c'est-à-dire comment croire en Dieu alors qu'il y a tant de mal dans le monde. Donc il faut se poser cette question. Faire le procès de Dieu pour éventuellement l'innocenter, en disant que ce sont les hommes qui sont l'auteur du mal plutôt que Dieu. Et que quand nous ne comprenons pas et que nous voyons le mal, peut-être devons-nous faire crédit à Dieu et accuser les limites de notre esprit plutôt que les limites de la bienveillance divine. Donc c'est une question évidemment que j'ai traitée dans Le Visiteur et qui revient dans multiples endroits. Et quant au mal que nous faisons, oui, je suis pessimiste, parce que je pense qu'on peut être animé des meilleures intentions
et faire le mal. Moi, il y a des périodes de ma vie où j'ai dû faire des choix, où pour être proche de quelqu'un qui était malade, j'étais plus loin de quelqu'un d'autre qui était malade aussi. Et parce que choisir, c'est abandonner. Et forcément, il y a des moments, ne serait-ce que parce que les journées font 24 heures, où il faut faire des choix. Et donc, on fait du mal. Et moi, je vis avec tout ce mal que j'ai pu faire, dont je suis conscient, parce que j'ai aussi fait sans doute beaucoup de mal dont je ne suis pas conscient. C'est-à-dire, le mal est radical, on n'y échappe pas. Et ça, ça amène une humilité profonde et en même temps une blessure constante. C'est-à-dire, on se dit que même si l'on est animé par les meilleures intentions, on fait du mal. Alors voilà, j'essaye de m'habituer à cette idée, mais j'ai beaucoup de mal. Et le roman est un moyen quelque part de l'adoucir? C'est un moyen de partager comment dirais-je, cette contrainte du mal, de se dire ça fait partie de la condition humaine. Voyez, vous, lecteur, vous n'êtes pas le seul à connaître ça. Moi, écrivain, je ne suis pas le seul à connaître ça. Les personnages qui nous rassemblent sont dans cette dimension. Mais je crois que c'est prendre lucidement en compte la condition humaine. Et le roman, le cœur d'un roman, c'est ça. Accepter la condition humaine et essayer de l'habiter de la meilleure façon possible. Parce qu'on découvre le Derek, on le retrouve dans votre deuxième tome, dans La Porte du Ciel, en personnage tout aussi peu sympathique de Nemrod. Voilà, il a laissé son nom dans la Bible, Nemrod, descendant de Noé et premier roi, puisque c'est la Mésopotamie, c'est les premières villes, puisque la Mésopotamie, au 4e et 3e millénaire avant Jésus-Christ, invente la ville. Ce sont des principautés, hein, en fait, comme je dirais aujourd'hui Monaco ou le Liechtenstein, parce qu'il n'y a pas l'idée d'un pays ou d'une nation. Mais c'est l'invention de la ville, ça veut dire 1000 choses, l'invention de la ville. Ça veut dire que des hommes abandonnent la terre et la chasse des animaux pour vivre dans des mondes totalement artificiels. Ça veut dire la séparation des classes sociales. Il y a les producteurs de nourriture et puis il y a des commerçants qui ne produisent rien et qui sont des intermédiaires. Il y a la classe des soldats, la classe des prêtres, la classe des savants, c'est souvent la même, et la classe des gouvernants, et puis des bourgeois qui font des affaires. Bourgeois, ça veut dire du bourg, de la ville. Donc c'est notre monde qui se met en place. Et Noam, il a cet étonnement constant, puisque lui vient d'ailleurs, il y a longtemps, dans un petit village lacustre du néolithique. Et il est comme les Persans de Montesquieu qui découvrent Paris. Lui, il découvre les ferments de notre civilisation et s'étonne. Et ça, c'est ce que j'aime dans cette aventure romanesque, c'est de retrouver la capacité de s'étonner devant ce qui nous est devenu habituel. De se rendre compte que c'est arrivé à un moment de l'histoire humaine, ça aurait pu ne pas arriver, et puis percevoir ce que ça a changé, et en quoi notre destin a été infléchi par ces transformations. Justement, l'étonnement, je l'ai vécu aussi parce que moi, je m'attendais à ce que... on m'a toujours dit dans mes cours d'histoire que le début du XIIIe siècle, c'était les mouvements des migrations des campagnes vers les villes qui se créaient dans notre... Or, quand on lit, on vous lit, mais non, ça s'est passé des millénaires avant. Bien sûr. Est-ce qu'on l'a oublié ? C'est une question d'optique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des explosions, des déplacements dans l'histoire. Il y a plusieurs explosions démographiques. Mais la première explosion démographique, c'est quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sédentarisent. Les chasseuses-cueilleuses faisaient très peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter. Elles les nourrissaient le plus longtemps possible au sein pour ne pas retomber enceinte. Et donc, on pense qu'elles faisaient un enfant tous les 5 ans. À partir du moment où l'homme se sédentarise, on invente le foyer, donc on invente la femme au foyer. Il y a le début d'un patriarcat, d'une infériorisation finalement des femmes. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'humanité parce qu'il y a une croissance démographique incroyable.
à ce moment-là, puisqu'on se met à faire plus d'enfants, même si très peu survivent. Et en même temps, c'est une très mauvaise nouvelle pour une moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, qui, ça y est, vont être minorisées pour des siècles. Alors, il y aura toujours des mouvements de bascule, et puis il y aura des femmes exceptionnelles. Dans chaque livre, d'ailleurs, je présente des femmes exceptionnelles qui refusent ce statut. Mais ça... Donc, en fait, c'est une question d'optique, quoi. Je veux dire, et moi, comme je pars de très loin, je rappelle qu'il y a eu d'autres grands glissements et d'autres explosions que celles qu'on observe quand on se contente de regarder les siècles précédents. Éric Emmanuel Schmitt, merci beaucoup. Et dans une prochaine émission, nous aurons l'occasion de découvrir ces femmes exceptionnelles dont vous parlez. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.